L'information en toute objectivité, sans passion, avec respect de l'éthique et de la déontologie. C'est avec les experts de la maison dans Comprendre l'actualité. Comprendre l'actualité, c'est le rendez-vous quotidien avec notre rédaction tous les matins du lundi au vendredi sur Sabari FM 97.3 dès 9h. Politique, société, économie, culture et sport. Toutes les questions y sont débattues avec sérieux. Comprendre l'actualité, fini vos interrogations. Encore une fois, ce matin, nous nous intéressons à l'Assemblée nationale avec surtout hier le passage du Premier ministre dans le cadre de la déclaration de sa politique générale du gouvernement. Nous en parlerons au cours de cette émission avec notre invité de cette émission. Il s'agit bien du troisième vice-président de l'Assemblée nationale guinéenne, honorable Abdoulaye Douma Diallo. L'homme va intervenir ce matin dans cette édition pour commenter cette déclaration de la politique générale du Premier ministre. Le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana, l'homme, nous intéresse également, lequel a d'ailleurs interdit hier aux membres du gouvernement et certains directeurs généraux, dans leur ensemble, de présider dorénavant ou de parrainer des festivités, des cérémonies, d'autres manifestations de politique et d'autres ou culturelles également. Nous allons parler de ces événements dans cette émission, et puis la suite du débat, nous parlerons par la suite de l'examen en vue du code électoral. Les politiques, notamment ceux de l'opposition déjà, sont plus que jamais mécontents de la procédure par laquelle le gouvernement est déjà en train de traîner les pieds. La suite du mémorandum déposé par l'opposition guinéenne à la primature nous intéressera également dans cette émission avec notre invité parcours, lequel d'ailleurs nous a déjà rejoint pour la suite de ce débat du jour. Comprendre l'actualité pour le numéro de ce jeudi 28 juin 2018. Bonsoir à tous, bienvenue. L'information en toute objectivité, sans passion, avec respect de l'éthique et de la déontologie. C'est avec les experts de la maison dans Comprendre l'actualité. Comprendre l'actualité, c'est le rendez-vous quotidien avec notre rédaction tous les matins du lundi au vendredi sur Sabari FM 97.3 dès 9h. Politique, société, économie, culture et sport. Toutes les questions y sont débattues avec sérieux. Comprendre l'actualité, fini vos interrogations. Merci de nous retrouver au compte de cette édition Comprendre l'actualité pour le numéro de ce jeudi 28 juin 2018. Abouakar Condé, bonjour. Bonjour Koloba, bonjour à tous. Allez, on va dire déjà bonjour également à notre invité de ce matin. L'invité parcourt le troisième vice-président de l'Assemblée nationale guinéenne, l'honorable Abdoulaye Douma Diallo. Bonjour. Bonjour. Allez, franchement, merci de nous retrouver ce matin dans cette édition Comprendre l'actualité. Allez, on va vous mettre d'abord en attente. Nous allons nous intéresser à vous par la suite de cette émission. Abouakar Condé, on ouvre cette édition par cette interdiction faite hier par le Premier ministre aux membres du gouvernement, aux directeurs généraux de l'exécutif. En tout cas, il est dorénavant interdit à ces cadres de parrainer des manifestations culturelles et politiques. Ben écoutez, c'est effectivement l'une des décisions qui ont été annoncées par le Premier ministre lors de son passage. Vous vous souviendrez qu'il y a de cela 37 jours depuis qu'il est là. Ouais. Et c'est dans le respect de l'article 57 de la Constitution guinéenne qui envisage qu'après que le Premier ministre ait été installé dans ses fonctions, il doit normalement présenter aux élus du peuple la politique générale du gouvernement, ce qui a été fait hier. Ils étaient nombreux, ces députés qui étaient présents, mais également les membres du gouvernement et présidents des institutions républicaines. Donc le Premier ministre a flétri, si vous voulez, la gouvernance actuelle. C'est vrai qu'il est membre de ce gouvernement, mais il a constaté certaines dérives dans la prestation non seulement des commis de l'État, mais également de certains hauts cadres, notamment les ministres, parce que qui se plaisent dans le parrainage de certaines activités culturelles et politiques, et alors que pour aller là-bas, il faut forcément mettre la main à la poche, prendre dans le trésor, dans les caisses. Mais ce qui n'est pas forcément établi. Il n'est pas dit que quand un ministre décide de parrainer une manifestation culturelle ou politique, il est obligé de prendre l'argent dans la caisse de l'État. Je suis en train de comprendre que le Premier ministre veut mettre fin à la mamaya, parce que des fois ça distrait un peu les ministres sur l'essentiel. Au lieu qu'ils se concentrent sur comment gérer les départements, pour se concentrer comment orienter les feuilles de route, comment mettre en pratique ces feuilles de route-là. Ils sont plutôt concernés par les manifestations culturelles, par les manifestations politiques, parrainer, aller se déplacer à l'intérieur du pays. Donc c'est une perte de temps, alors qu'il est là pour un rendez-vous, il est là pour un rendement. Donc je pense que c'est une annonce qui avait été faite. D'ailleurs, ce n'est pas une nouveauté. Ça a toujours été interdit. Quand le président Alpha Condé était nouvellement installé, il avait aussi également interdit, il avait dit que c'était fini la mamaya, il avait interdit au ministre d'être
parrain dans des manifestations culturelles. Mais voilà, c'est après que cette annonce-là qu'on a vu encore à outrance ces parrainages. Donc je pense que c'est l'une des mesures qui avait été annoncée. Donc Kassori a flétri non seulement, si vous voulez, cette gabégie financière, parce qu'il a aussi dénoncé le fait que le train de vie de certains hauts cadres dépasse largement l'entendement, parce que quand vous voyez quelqu'un qui n'est qu'un simple directeur, mais qui vit dans une palace, qui est un simple directeur, qui vit dans une villa, alors que en principe, quand vous voyez ce qu'il reçoit comme per diem ou prime mensuel, vous voyez ces réalisations, vous avez l'impression que vraiment... Il y a de véritables écarts. Il y a un véritable écart. Donc, alors qu'on a au moins l'essentiel de la population guinéenne qui coupisse dans la pauvreté, dans la misère. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est une annonce. Espérons que, puisqu'il a promis de lutter efficacement contre la corruption, que Ibrahima Kassori Fofana saura se donner les moyens pour mettre en branle cette opération de lutte contre la corruption, mais également cette gabegie financière qui s'est généralisée, qui est devenue aujourd'hui comme une pratique, si vous voulez, constitutionnelle, parce que partout la corruption elle existe, partout parce qu'il a parlé dans son discours, ce qui a beaucoup retenu quand il parle, il y a près de 600 milliards qui se volatilisent dans le cadre des pots de vin. Donc les gens bénéficient avec des contrats agréés. Oui. Donc voilà, ce sont là des pratiques orthodoxes qui nuisent à notre jeune démocratie, mais qui nuisent aussi à notre économie, ce qui fait qu'aujourd'hui il y a une petite classe d'oligarques qui ont de l'argent, qui sont riches, alors que la majorité des Guinéens croupissent de la pauvreté. Donc ce sont des annonces, espérons qu'elles seront suivies d'effets, parce que trop de paroles, ça nuit également les actes. Alors justement, c'est vrai que nous allons décrypter cette déclaration de la politique générale du gouvernement par le Premier ministre, avec notre invité déjà installé dans ce studio. Mais même l'autre pan de cette interdiction faite aux ministres et aux autres cadres de l'exécutif, en réalité, vous l'avez mentionné déjà, ce n'est pas une première que l'exécutif interdise également à certains des cadres, des hauts placés, de parrainer des manifestations culturelles. Le président lui-même l'avait déjà fait. Et ça n'a pas marché carrément. Est-ce que le Premier ministre réussira? Peut-être, puisque vraisemblablement il affiche de la volonté et déjà il a prouvé avec les premiers actes qu'il a eu à poser. On a vu ici 2 hauts cadres qui ont été sanctionnés, qui ont été suspendus de leur fonction. On parle de limojage plutôt. Directeur général de l'Office guinéen des chargés, mais également le directeur général de l'Office guinéen de la publicité. Donc ce sont là les des cadres qui étaient proches du pouvoir, parce que quand on prenait M. Sekou Kamara et le secrétaire général du RPG Arkansas dans la commune de Ratoma, Paul Moussa Diawara avec son MPD est un allié du parti au pouvoir. Donc, s'il a osé toucher la main à la plaie, mettre la main à la plaie, sanctionner ceux qui sont plus proches du chef de l'État, je pense que rien ne peut l'empêcher d'aller au-delà, même si on sait que le temps il est court pour pouvoir assainir cette administration qui est déjà, comme il a dit, une administration vieillissante, une administration moribonde qui ne produit aucun résultat probant pour permettre à cette Guinée de progresser. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est une annonce. Espérons, moi je l'accorde ce bénéfice de doute là, je pense avec la volonté tout est possible, donc puisqu'il a la volonté, il pourra réussir. Allez, le Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana à la primature et déjà également, il était hier à l'Assemblée nationale, on en parle dans cette émission. On marque la pause et puis nous allons nous intéresser à notre invité déjà installé, l'honorable Abdoulaye Douma Diallo, il est le 3e vice-président de l'Assemblée nationale guinéenne. La pause et puis on revient pour la suite de ces débats. L'information en toute objectivité, sans passion, avec respect de l'éthique et de la déontologie. C'est avec les experts de la maison dans Comprendre l'actualité. Comprendre l'actualité, c'est le rendez-vous quotidien avec notre rédaction tous les matins, du lundi au vendredi, sur Sabari FM 97.3, dès 9h. Politique, société, économie, culture et sport. Toutes les questions y sont débattues avec sérieux. Comprendre l'actualité, fini vos interrogations. Vous avez dit les experts de la maison, dites aussi Sabari FM. Sabari FM, vous nous écoutez avec Comprendre l'actualité dans les communes de Conakry, mais aussi dans 15 préfectures de Guinée. Merci de nous suivre à Lola sur la 97.3 et à Zirikore grâce à Pacifique FM. Merci également de nous suivre à Dingira et Kalinko, mais aussi à Kolé. Merci également de nous suivre au Kolé, bien Daramayaki, dans Telimele, Bokeh, Kamsa, Fangaredi, Dubreka, Koya, Forkaria également. Allez, notre invité, merci de nous retrouver ce matin et de répondre à notre invitation. L'honorable Abdoulaye Douma Diallo, bonjour. Bonjour. Allez, il faut préciser que vous êtes à votre 2e passage en direct dans cette émission. On s'intéresse à vous ce matin pour parler de cette déclaration de la politique générale du Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana que vous avez reçu
le bureau et l'ensemble des députés de l'Assemblée nationale. Encore une fois, vous l'avez écouté longuement. Oui, nous l'avons bien écouté. Et ça vous dit quoi? D'abord, on va commencer par le tout premier sujet qui nous a intéressés, quand il interdit à l'ensemble de ses ministres, pour ne pas dire l'ensemble des membres du gouvernement ou des états généraux, de parrainer dorénavant les manifestations culturelles et politiques. Est-ce que c'est vraiment sérieux tout ça? Nous avons entendu la déclaration qu'il a faite sur ce sujet spécifique. Nous en prenons bonne note. Mais nous attendons de voir. Bon, c'est vrai partout, dans tous les pays, disons, normaux, dans tous les pays se voulant démocratiques, donc fonctionnant sur la base de l'état de droit, les fonctionnaires, les agents de l'État sont astreints à la neutralité. Bien. À la neutralité politique et électorale particulièrement. Allez, l'invité de ce matin de comprendre l'actualité, l'honorable Abdoulaye Douma Diallo, et l'autre député également qui a eu quelques soucis hier avec le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana, c'est bien un autre Abdoulaye, mais lui il est ici là, de Bokeh, il est le député du nominal. L'honorable, bonjour. Bonjour. Allez, bienvenue dans cette émission Comprendre l'actualité. Et vous avez eu de sérieux soucis hier, pour ne pas dire d'altercation avec le Premier ministre au cours de la déclaration de sa politique générale du gouvernement. Oui. Alors concrètement, dites-nous, qu'est-ce que vous reprochez au Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana? Bon, je voudrais préciser que je n'ai pas eu d'altercation parce qu'il n'y avait pas de débat. Il a fait son exposé et certains députés ont exprimé des inquiétudes, d'autres ont posé des questions. Moi, je fais partie du groupe qui a exprimé des inquiétudes pour ma préfecture Bokeh, que, comme vous le savez, qui est un scandale géologique, mais qui sort de ce scandale. Je l'ai fait comprendre que depuis 1973, pratiquement la CDG a envoyé le premier combat de bauxite. C'est-à-dire qu'il y a plus de 40 ans que la CDG existe à Bokeh. La SMB, la Société minière de Bokeh, est à Bokeh à partir de 2010. Et il a été ministre chargé de l'infrastructure ou je ne sais quoi, parce qu'il a géré directement ces investissements-là. Je l'ai fait comprendre qu'à tort ou à raison, Bokeh le rend responsable de cette situation parce qu'il a dit sur les antennes, premièrement, qu'à Bokeh, il n'y a pas de chômage, que tous les jeunes travaillent. Les investissements existent. Deuxièmement, il est parti dire à la société FMB de n'écouter aucune autorité locale, qu'elle soit préfet, qu'elle soit gouverneur, que s'il y a un problème, c'est entre la société et Conakry. S'il veut, pareil, parce que moi j'ai quitté l'hémicycle, j'ai été indisposé, j'ai quitté l'hémicycle, mais pareil qu'il a dit qu'il veut porter plainte, mais je suis prêt à répondre et à lui prouver que j'existe en Guinée depuis plus de 60 ans au moins. Alors, déjà, je connais suffisamment le pays. Ce qui veut dire que les prochaines semaines, les tâches s'annoncent plus que jamais difficiles, pour ne pas dire un bras de fer entre le Premier ministre et de certains députés, pour ne pas dire des cadres de la République. Quand il décide de porter plainte contre vous, ça vous dit quoi? Il est en train d'animer la galerie. Une distraction. Il peut porter plainte. Moi, je suis prêt. Ouais. Je suis député de la République. Je dénonce les tares du gouvernement. Et lui, il est le gouvernement. S'il peut porter plainte contre ça, je suis prêt. Alors, honorable, vous nous disiez que vous avez des preuves de ce que vous avancez. Vous parlez des preuves sonores. Est-ce qu'il y a des preuves écrites également? Écrites ou pas, vous le savez, quand quelqu'un s'exprime, on n'écrit pas. De toutes les façons, en tant que musulman, il ne peut pas nier. Non, vous le dites qu'il a intimé aux sociétés de ne recevoir l'ordre d'aucune autorité locale. Est-ce que là, vous avez une preuve vivante? Je suis allé en tant que député à la SMB, il y a eu plus de 20 grèves. Plus de 20 grèves pour des raisons que je peux expliquer plus tard. Liées effectivement à ce refus de recevoir les responsables. Il y a même une mission parlementaire qui s'est présentée à la SMB, on lui a refusé l'accès de la société. Comment vous pouvez expliquer ça? Vous savez, le président Lansana Conté fait à son âme.
Quand les Chinois sont venus construire le palais Sékou Touréa, quand ils leur ont dit de ne pas accepter de prendre les camarades, les dialogues, que c'est des voleurs, vous savez comment ça s'est terminé? Les gens ne savent pas ce que vous dites, si vous blaguez ou si vous êtes ceci, cela, et ils respectent les autorités. Il l'a dit, il l'a repris. Deuxièmement, Bokeh est complètement pollué. Complètement. Nous n'avons plus de pêche, nous n'avons plus d'agriculture, grâce à la SMB. Allez. Ça, c'est des choses, si je ne le dis pas, je ne fais pas mon travail. En tant que Premier ministre, s'il ne peut pas s'occuper de ça, il s'occupe de ma personne, je suis prêt à le recevoir. Il n'y a aucun problème. Allez. Mais allez à Bokeh, voyez si Bokeh n'est pas pollué, voyez s'il n'y a pas de 1000 camions qui circulent à Bokeh, voyez si la terre de Bokeh n'est pas transportée à ciel ouvert. Allez. Voyez ça, tous nos cours d'eau ont tari à Bokeh. Allez, merci. J'étais à Kamprandé il n'y a pas une semaine. Une partie poissonneuse de Bokeh. Actuellement, les gens n'ont même pas de sauce là-bas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'on nous tue, qu'on ne parle pas? Jamais. Allez, merci. C'est ça la vérité. Allez, franchement, merci pour toute cette vérité, monsieur Rami. C'est à moi de vous remercier. Je vous en prie. Mais dites au Premier ministre que j'attends vraiment sa plainte. Allez, franchement, je crois qu'il est à l'écoute déjà. L'honorable Aboulaye Sylla de Bokeh, le député nominal. Merci d'être intervenu sur nous. Allez, on revient dans le studio. L'autre honorable Aboulaye Diouma, vous l'avez écouté, franchement, ça vous fait rire déjà? Non, bon, j'étais là quand ils ont échangé sur ces questions-là. Donc, mais c'est très bien, lui, il a expliqué son problème. Je n'ai plus rien à ajouter. Vous n'avez pas quelque chose? Allez, franchement, déjà, quand le Premier ministre décide de porter plainte contre un député parce que tout simplement, lequel a décidé de dénoncer ce qui ne va pas dans une préfecture, est-ce que la collaboration n'est pas normale déjà entre l'hémicycle et le gouvernement? Non, bon, ça c'est un cas isolé, particulier, spécifique, mais je crois que ça va se gérer, ils vont se comprendre. Parce que le député a expliqué qu'il est dans son rôle de député de dénoncer. Surtout, il est député uninominal de Bokeh, comme il y a des nuisances liées au fonctionnement de la société minière, et il s'est fait écho des préoccupations des populations et en mettant l'accent sur ces graves nuisances, sur l'environnement, sur la vie des populations. Parce que vous l'avez entendu dire qu'on n'a plus de pêche, on n'a plus d'agriculture, ça c'est extrêmement grave. Donc c'est ça, il a dénoncé. Là, le Premier ministre aussi se sentant directement concerné ou touché par ça, il a eu cette réaction. Bon, mais ça, je pense qu'ils se comprendront. Il suffit qu'ils se rapprochent et qu'ils discutent franchement pour que la collaboration continue, pour qu'on améliore, qu'on cherche des solutions pour voir comment améliorer le fonctionnement de la société. Mais est-ce que je pense que le sujet est plus que jamais, outre qu'une certaine mésentente entre le Premier ministre et le député uninominal de Bokeh, d'autant plus que ce que dénonce le député uninominal de Bokeh, si les faits sont avérés, sont des choses graves. Il faut craindre le syndrome de Fouilla également. Et si déjà les autorités de Conakry interdisent aux sociétés minières de recevoir les autorités locales pour discuter avec elles, ça pose problème. Non, je pense que ça va se régler. Il faut qu'ils discutent. On ne peut pas interdire aux autorités locales, surtout à un député ou à une mission parlementaire qui se rend à Bokeh, de visiter les installations, d'accéder au site, de parler avec les responsables. Parce que c'est toujours dans la recherche des solutions pour un meilleur fonctionnement de la société. Allez, je vais juste préciser que les faits remontent du temps de général Lassana Conté. Ce n'est pas maintenant là. C'est les faits remontent du temps de général Lassana Conté où Kassouré occupait un poste stratégique. Il avait directement affaire avec les investisseurs, surtout ceux qui sont évolués dans le secteur minier. Donc, je pense que ce sont des faits historiques que le député a voulu révéler, a voulu mettre à l'actif de l'ensemble des députés pour dire que si jusqu'aujourd'hui les populations de Bokeh sont dans cette situation, c'est parce que quelque part il y a une décision qui avait été prise dans le passé et qui a affecté la vie des populations. Oui, il parle également des dernières grèves et dernières manifestations à Bokeh. Non, il parle, là, c'est maintenant, ils disent... Il parle de 20 manifestations. Il y a eu combien de manifestations, combien de grèves? On va écouter. Écoutez, moi je pense qu'il parle de ce qui est lié
à l'installation de la SMB. Ouais. Et ça, c'est récent, à Boké, parce que CBG, il a dit depuis 1973 que la CBG fonctionne. Il n'y a pas eu tant de nuisances sur l'environnement. C'était un peu maîtrisé parce que là-bas, le transport du minerai se fait par train et ça va directement au port. Donc, il n'y a pas ces poussières, cette terre rouge qui enveloppe tout l'environnement. Donc, c'est le modèle de gestion, c'est le modèle de fonctionnement, le modèle d'exploitation de SMB qui est mis en cause. Ouais. Parce que on extrait la bauxite, on la met dans des camions. Il a parlé de plus de 1000 camions qui roulent dans les zones là-bas, donc à la poussière qui se déverse partout. Il ne parle que de ça là, pas de CBG. Alors que la société, la SMB, c'est une société récemment installée à Boké, ça fait pas encore 3 ans, ou alors ça ne dépasse pas 3 ans. En tout cas, allez, Abouakar Kondi, une autre question par rapport à la déclaration de la politique générale du gouvernement par le Premier ministre hier à l'Assemblée nationale. Mais écoutez, le Premier ministre, je pense qu'il n'y a pas assez de nouveautés parce qu'il s'agit de développer de la politique, de mettre en valeur, si vous voulez, le PNDS. Alors, il a parlé de la mise en pratique de cette PNDS qui a été votée, je crois, en 2016. C'est un plan, le programme national de développement politique et social 2016-2020. Est-ce que vous estimez qu'en interaccord, en moins de 2 ans, ce gouvernement pourra exécuter ce PNDS? Bon, c'est sûr qu'ils ne pourront pas exécuter toutes les actions inscrites au PNDS. Déjà, quand on votait ça, je crois que c'est en 2017 même qu'on a voté. Bon, je ne pense pas qu'il y ait le temps de mettre ces actions en œuvre parce que ça suppose aussi qu'entre-temps qu'on ait eu les moyens. Il ne s'agit pas d'inscrire des actions dans un programme et sans avoir les ressources nécessaires. C'est les ressources qui sont le facteur déterminant. Les ressources et la volonté des hommes, naturellement. Mais d'ici 2020, c'est sûr que ce plan-là ne sera pas réalisé pleinement. Alors, c'est sûr. Le PNDS a 4 piliers. À votre avis, quel est le pilier qui semble être le plus probable d'être réalisé? Parce que vous avez parcouru certainement le PNDS, parce que ça a été à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que sur les 4 piliers, les actions qui sont inscrites, je ne pense pas qu'on puisse arriver d'ici 2020 à un pourcentage élevé de réalisation. Alors qu'est-ce qui soutient ce pessimisme? Non, c'est le manque de ressources. Vous avez entendu, par exemple, un député dire là-bas qu'il y a 5 aéroports qui sont inscrits au PNDS. Mais si ce n'est pas fait jusqu'à présent, ça va poser des problèmes. En tout cas, le Premier ministre a dit que la Guinée a beaucoup d'argent et que dans 2 ans, la Guinée pourra rivaliser la Côte d'Ivoire. Même si cette déclaration a été mise en cause par un autre député, le docteur Ousmane Kaba, qui est passé également dans cette émission. Allez, l'autre pan de ce discours, ou alors de cette déclaration de la politique générale du Premier ministre, il promet de lutter davantage contre la corruption. Oui, il a dit, d'abord, en dehors du discours d'hier, toutes les déclarations qu'il a faites depuis qu'il est nommé Premier ministre, il a dit son engagement de lutter fortement contre la corruption. Et vous avez évoqué les 2 actes qui ont été posés dans ce sens pour ce qui concerne ses directeurs généraux d'office. Hier, il a réaffirmé avec force et nous attendons toujours de voir. Nous attendons toujours de voir. Nous lui souhaitons bonne chance dans ce domaine-là parce que si la corruption est réduite, sinon éradiquée, sinon réduite, je pense que ce sera une bonne chose parce que des ressources importantes vont être préservées et utilisées dans le financement des actions de développement économique et social. Et quand vous dites que nous entendons devoir, c'est-à-dire qu'au-delà du limogeage du directeur général de l'OGP et de l'Office guinéen du chargeur, aucune action concrète n'a été posée par le Premier ministre dans le cadre de la lutte contre la corruption? À ma connaissance, non, c'est les 2 dossiers qui sont là et qui intéressent tout le monde, mais nous savons qu'il y a beaucoup d'autres dossiers. Dans le domaine des routes, même un autre député a parlé des routes avec Ebobag, Kankan, Kisidougou,
on parle aussi de Cancan Mandiana, on parle d'autres actions sur le plan des routes. Dans le cadre de l'énergie également, il y a eu beaucoup d'argent qui est sorti et il n'y a pas de réalisation en contrepartie. On sait qu'il y a beaucoup de dossiers de ce genre-là. Il y avait même un audit qui a été fait des marchés publics au temps de la ministre Malado. On avait indiqué là-dedans que 91% des marchés publics qui ont été passés, c'était fait sur du gré à gré. Et quand il y a gré à gré, généralement, les prix sont gonflés. Alors, honorable, on revient sur la présentation du Premier ministre. Il a promis de mettre l'accent particulier sur le dialogue social avec les acteurs sociaux, notamment les partis politiques, les syndicats. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, il est dans cette, au-delà de la déclaration, est-ce que le ton est donné? Non, moi, des actes sont posés. Non, moi j'ai été particulièrement sensible à cet engagement qu'il a pris parce que dès l'entame du discours, il a dit que il fera la différence avec ses prédécesseurs. Il va prendre à bras le corps cette mission constitutionnelle qui lui revient, à savoir la promotion du dialogue social, y compris naturellement le dialogue politique. Mais au-delà des dialogues, il veillera aussi à l'application des accords sociaux et politiques qui vont intervenir. Ça nous a particulièrement intéressés parce que, vous savez, depuis 1973, à la suite de l'élection présidentielle de 2010, depuis 1973, on a eu des dialogues ici. On a eu 4 grands dialogues politiques, 73, 74, 75. Je vais dire 2013, 2014, 2015 et 2016. Des dialogues au cours desquels il y a eu des ententes sur des questions majeures intéressant l'amélioration de la gouvernance. Parce que le gouvernement l'affirme, nous l'affirmons, nous voulons d'un État démocratique, nous voulons d'un État de droit. Or, le gouvernement a toujours manqué à son devoir de respecter les délais constitutionnellement fixés pour la tenue des élections. C'est ça le problème, parce que nous nous intéressons aux aspects politiques, aux questions politiques. Les législatives qui devraient être organisées 6 mois après l'adoption de la Constitution, parce que ce qui est marqué dans la Constitution, ce qui est stipulé dans la Constitution. Oui, mais les législatives ont été organisées en 2013. Oui, mais combien? Presque 3 ans après, en 2013. C'était un retard. On devrait les organiser avant la mi-mai, avant la moitié, avant la fin du premier semestre de 2011. Alors, oui, maintenant la nouveauté, surtout ce qui avait suscité de l'espoir chez vous, c'était le passage. Attendez, je vous dis les sources de conflit avec les acteurs politiques que nous sommes. C'est toujours le non-respect par le gouvernement des délais fixés dans la Constitution et dans les lois pour l'organisation des élections. Les législatives ont retardé de près de 3 ans. Les communales qu'on a organisées maintenant, c'est 7 ans après la date. Donc c'est ça. Et on avait convenu de certaines choses, de certaines actions à mener, et ces accords-là étaient fixés dans les conclusions qu'on avait retenues. Mais ça n'a jamais été respecté. C'est ça les sources de conflit. Oui. Et avec tous ces éléments du genre, le Premier ministre, à sa prise de fonction, est passé à l'Assemblée nationale pour vous écouter, pour ne pas dire vous saluer. Et il avait promis de renouer avec le dialogue, ce qui a suscité de l'espoir sur vous. Un mois après, est-ce que vous êtes plus que jamais convaincu que le Premier ministre est dans ses actions de la poursuite des négociations, du dialogue social? Pour le moment, on ne peut pas dire qu'il n'est pas dans cette position-là. Il est non seulement venu à l'Assemblée, mais il est venu aux états-majors des partis politiques, notamment chez nous à l'UFDG. Il a réitéré sa volonté d'engager un dialogue constructif et surtout à respecter les conclusions des dialogues. Donc, à la suite de cela, sur sa demande, nous avons élaboré un mémo faisant le point
du contentieux avec le gouvernement. Nous avons indiqué les différents éléments de la crise politique qui existe en Guinée. Donc on lui a remis ce document qui comporte essentiellement des éléments d'information sur le contentieux électoral des élections locales du 4 février 2018. Et ensuite, on a rappelé les problèmes liés au vote de la loi pour une nouvelle CENI et de l'audit en vue de l'assainissement du fichier. On lui a donné tous les éléments. Nous attendons sa réponse. Justement, par rapport à, à la suite de ce mémorandum avec Aboubacar Condé. Alors, justement, par rapport à ça, vous l'avez déposé il y a de cela, je crois, 2 semaines, que ça a été déposé à son bureau. Est-ce qu'il y a eu feedback? Est-ce qu'il y a eu retour? Non, il n'y a pas eu encore, que je sache, une réponse du Premier ministre. Alors, dans sa politique générale, il a promis de restaurer l'autorité de l'État, de construire la démocratie, d'assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens. Est-ce qu'on a vu le ministre de la Sécurité également qui avait promis que fini la récréation, qu'il n'allait pas traiter les gens avec complaisance, qu'il allait faire tout pour que l'autorité de l'État soit respectée. On a vu des tollés du côté de l'opposition républicaine qui a dénoncé cette déclaration. Est-ce que celle du Premier ministre vous rassure? Non, j'ai dit que le Premier ministre a fait un beau et bon discours. Nous nous en tenons. Honnêtement? Non, mais pourquoi? C'est beau, c'est bon. J'ai dit c'est beau et c'est bon comme discours. Ça sonne bien l'oreille et puis après... Non, j'ai dit comme discours, c'est beau et c'est bon. Mais nous attendons de voir. Parce qu'on juge sur les faits. Allez, pas seulement sur les déclarations. Dans sa déclaration, il y a une annonce qui est venue par rapport à la mise en place du tribunal de commerce avant la fin de cette année. C'est un espoir au niveau de l'opposition pour la consolidation, bien sûr, du pouvoir judiciaire. Bon, oui, c'est une bonne chose, surtout pour les affaires, au niveau des transactions commerciales et autres. Je pense que c'est une bonne chose que d'avoir cette juridiction. Surtout que vous avez beaucoup de commerçants qui ont été victimes des manifestations, vous avez déposé pour réparation, mais jusqu'ici, aucune nouvelle, aucune date, il n'y a aucune indication. Non, c'est pour le commerce en général, pas... C'est pour le commerce en général qu'on met un tribunal de commerce. C'est ça. Bon jugement, j'ai envie de revenir sur la suite du mémorandum déposé par l'opposition républicaine à sa tête de l'UFDG. La primature vous a pas répondu et il y a au moins 2-3 jours, il y a une autre réunion au QG de l'UFDG, des opposants au régime en place menacé également de renouer avec les manifestations. Au lendemain du retour du chef de file de l'opposition, lequel n'est pas encore revenu, à ce que je sache, est-ce que déjà ça veut dire que le Premier ministre n'est pas en train de satisfaire votre demande? Non, mais je vous ai dit que nous attendons sa réponse. Vous allez attendre jusqu'à quand? Nous allons attendre jusqu'à quand? Ça, c'est l'opposition qui va le déterminer. C'est nous allons dialogue pratiquement. Attendez, il vient ces jours-ci. Peut-être qu'il sera là au week-end. C'est-à-dire que... Donc, on discutera de ça, on verra que faire. Nous, de toute manière, nous nous préparons à toutes les éventualités. Visiblement, si Cellou Dalein n'est pas au pays, l'opposition ne fonctionne pas. Non, personne ne vous a dit ça. Oui, mais donc, c'est une décision majeure, là. Non, franchement. Vous avez dit qu'ils se sont réunis avant-hier. Et ils ont pris des décisions. La décision, aucune date pour la manifestation n'a été communiquée. Ces mêmes opposants disent attendre l'arrivée de Cellou Dalein Diallo. C'est-à-dire que c'est le métronome, c'est lui qui va décider. Non. C'est votre patron. Non, votre patron, cher ami. Non, c'est le chef de file de l'opposition. Qu'est-ce que vous voulez? C'est le président de l'UFDG, le parti, le premier parti de l'opposition. Donc, nous sommes en train de voir, nous sommes animés de bonne foi. Nous avons déposé un mémo, nous attendons les suites. Je vous ai dit rapidement ce qu'il y avait dans le mémo. Nous attendons la suite et nous attendons depuis 4 mois. Vous savez que le 1er avril, le chef de file avait rencontré le chef de l'État. Cette rencontre a été sanctionnée par un communiqué dans lequel le président avait dit qu'il appuierait le processus en donnant des instructions au président du comité de suivi, le ministre de l'administration du territoire, pour qu'une solution soit trouvée au contentieux des élections locales du 4 février. Il avait dit également qu'il interviendrait
auprès de l'Assemblée nationale pour que la loi sur la CENI soit votée avant la fin de cette session, donc avant le 4 juillet. Il soutiendrait aussi l'action en vue de l'audit et de l'assainissement du fichier électoral. C'est des points des accords de 2015 et de 2016, mais ça a été repris dernièrement. Le chef d'État a affirmé sa volonté d'aider pour que ces choses-là se réalisent. Si cela se réalise, nous n'avons pas de problème. Nous ne sommes pas des va-t-en-guerre. Nous ne voulons pas toujours manifester. Vous savez ce que ça nous coûte. Vous êtes des journalistes. Mais si ce n'est pas fait, qu'est-ce qu'on fait? Les élections locales, vous savez comment ça s'est passé. Vous êtes des journalistes. Les résultats sont sortis des urnes dans les quelques communes pour lesquelles on a pu réunir les preuves. Les résultats sortis des urnes n'ont pas été repris au niveau des centralisations. Il y a eu détournement de nos voix. Donc ça c'est clair, tout le monde le sait, nous avons les preuves parce que nous avons les copies des procès-verbaux issus des bureaux de vote. Nous les avons présentés devant les tribunaux. Donc ces preuves existent, on les a montrées aux partenaires techniques et financiers, à leurs représentants sur place, nous les avons montrées aux grandes personnalités de la société civile. Donc nous sommes forts de cela. Nous sommes forts aussi de la loi parce que le dernier alinéa de l'article 86 du Code stipule qu'en aucun cas les résultats issus des bureaux de vote ne peuvent être modifiés. Ça c'est la loi qui le dit. C'est pas nous. Alors, honorable, vous avez déposé votre mémo sur le Premier ministre. On sait que vous avez promis, si les lois sont respectées, d'être un partenaire à lui. Mais vous n'avez pas de deadline. Vous savez que vous le remettez, vous attendez qu'il vous réponde. Et la réponse se fait attendre. 2 ans, ça fait attendre, alors que jusqu'ici, on n'a pas encore installé les maires. Et ça fait un peu plus de 4 mois déjà. Nous voulons que les maires, nous sommes les premiers à vouloir que les maires soient installés, que les conseils communaux soient installés et que les conseils de quartier soient installés conformément à la loi qui a été votée à l'Assemblée nationale. Nous sommes les plus pressés parce que nous nous sommes battus pour ça à travers toutes ces manifestations. À ce niveau-là, au niveau des communes, au niveau des quartiers, le parti au pouvoir avait nommé ces gens. Donc nous voulons bien qu'ils partent. Vous attendez que le Premier ministre vous fasse appel ou bien c'est vous qui allez vers lui pour demander la suite à donner à votre mémorandum? Non, mais même les déclarations, même ce qu'on dit dans les radios au cours des réunions, c'est pour lui rappeler qu'il faut qu'il réponde. Mais si c'est cette forme que vous optez, vous pensez qu'avec ces émissions ou alors... Non, j'ai dit même. Même. Mais tous les jours, on en parle autour de lui, mais lui aussi, il est dans un milieu, il faut qu'il fasse des consultations. Non, il y a des tractations à mener. Il n'y a pas eu un courrier de rappel de demande au Premier ministre de vous répondre? Mais il n'y a pas de courrier de rappel. Mais au comité de suivi, on en parle tous les jours. Hein. On en parle, on attend. Alors, le comité de suivi a déjà montré ses limites, d'autant plus que le comité de suivi a déjà montré ses limites, d'autant plus qu'il n'a pas su donner une réponse appropriée, une solution à la crise électorale. Oui, maintenant le Premier ministre a le dossier, on attend. Allez, justement, on va peut-être revenir. L'autre point déjà, Boubacar Condé, de ce débat, le troisième point, c'est bien l'examen en vue du code électoral. Vous avez touché le point au cours de votre intervention. Où vous en êtes, en tout cas, ce code électoral, plutôt la loi sous la CENI, j'allais dire, devrait être examiné avant le 4 juillet, date de la fermeture de la dernière session en cours. Je peux dire aujourd'hui que j'ai bon espoir qu'on aboutira à cela parce que la commission ad hoc que nous avons mise en place est en train de travailler activement là-dessus. Commission ad hoc au niveau de l'Assemblée, des représentants des 3 groupes parlementaires sont en train de plancher sur l'amendement de la loi 016. Mais ils le font depuis, mais est-ce que la loi sera en plénière? Je crois qu'elle sera en plénière. Mais en réalité, en quoi cette loi est si importante? La loi sur la CENI? Parce que... Vous avez une cellule déjà qui a organisé l'élection l'élection législative de 2013, l'élection présidentielle de 2015 également, et puis le communal de 4 février. Pourquoi voulez-vous tant qu'il y ait une loi sur la CENI? Parce que nous voulons
faire partir la CENI actuelle. Faire partir? Oui, parce qu'elle s'est montrée incompétente à plusieurs égards. Si vous avez eu la chance de lire les rapports des missions d'observation des élections de 2013, de 2015, les rapports de l'Union européenne, même de la CEDEAO, la mission était ici dernièrement, il y a eu beaucoup de manquements aux normes électorales. Vous savez que cette CENI, que le législateur voulait indépendante et impartiale, s'est révélée complètement inféodée au pouvoir. Malgré la présence des commissaires issus de l'opposition, même de l'UFDG dont vous êtes membre. Absolument, absolument. Elle s'est montrée politiquement partisane en faveur du pouvoir. Alors, mais techniquement aussi, il y a eu beaucoup de reproches sur la conduite du processus. Si vous vous souvenez, en 2013, quand on a commencé le dialogue, c'était en juin, la CENI disait que le 30 juin, elle pourrait tenir le scrutin des élections législatives. Mais quand on a décidé, suite aux marches, à la crise, on a décidé d'associer des experts envoyés par nos partenaires techniques et financiers, ceux-ci sont venus voir l'état des préparatifs. Quand ils ont examiné cet état de lieu, ils ont dit qu'il faut un chronogramme étalé sur 84 jours. Ce qui, à partir de l'accord signé à partir du 3 juillet, date de signature de l'accord, ce qui conduisait à l'élection à tenir seulement le 24 septembre. Parce que techniquement, ils ont vu que ça ne pourrait pas tenir avant la fin juin. Ça, c'est un manque de professionnalisme de la CENI. Donc, nous demandons le départ de la CENI pour ces deux raisons. Elle n'est pas impartiale, elle n'est pas professionnellement bien assise. Alors, honorable. Et avec cette loi, justement, vous allez réellement connaître le contenu de cette loi, si elle est adoptée, si elle est examinée. Bon, nous allons réduire le nombre de commissaires parce que le pléthore aussi empêche les 25 de délibérer et de prendre les décisions. Parce que tous les pouvoirs au niveau de la CENI, c'est cette plénière-là, c'est-à-dire le collège des commissaires qui doit décider. C'est ce collège-là. Mais quand ils sont 25, c'est difficile qu'ils délibèrent. C'est quoi le contenu de cette loi? Quelle sera la configuration de la CENI? C'est ce qu'il est en train de dire. Combien de membres? Cette loi va réduire le nombre. On a proposé de réduire, je ne peux pas vous donner le chiffre exact, mais ce sera en tout cas moins de la vingtaine, autour de 15. Seulement la réduction du nombre de commissaires, c'est tout? Non, c'est pas tout. Il y a d'autres questions là-dedans. On va fixer un peu les règles, comment désigner les commissaires entre les partis. Alors, autre question. Il y a beaucoup d'autres points là-dedans. Autre inquiétude soulevée par certains observateurs, vous allez vouloir changer cette CENI carrément. On sait que la mise en place de la prochaine CENI va prendre encore assez de temps, alors qu'on a une échéance électorale au moins au premier trimestre de 2019, selon la nouvelle loi électorale. Est-ce que vous ne pensez pas vous risquez de vous faire du tort encore? Non, avec cette CENI très partisane, il vaut mieux qu'elle parte pour les élections nationales. Et même si nous avions accepté les élections locales, qu'elle organise les élections locales, on l'avait accepté depuis 2016. Dans l'accord qui a été signé le 12 octobre, ça c'était acté, on était d'accord pour les élections locales. Mais pour les élections nationales, les législatives et la présidentielle, il faut nécessairement une nouvelle CENI. La question, vous exigez qu'on respecte le délai de chronogramme électoral selon la loi, mais avec cette nouvelle CENI qu'on va vouloir mettre en place, ça va prendre du temps pour encore chercher des personnes, coopter des personnes idéales, les mettre là-bas, les former et après, alors qu'au bout de 4 mois, il faut une nouvelle élection. Non, s'il y a la volonté politique, ça ne prendra pas du temps. L'un des critères fixés que nous avons dans la nouvelle proposition de loi, c'est que ceux qui doivent être désignés doivent justifier d'une expérience en matière électorale. Donc ce n'est pas des gens novices qu'on va amener comme ça, qu'il faut former, donner une formation initiale. Dans les partis politiques, dans les états-majors, actuellement, il y a des gens qui ont de l'expérience. Donc il faut non seulement avoir
un niveau de bac plus 3, mais il faut justifier d'une expérience dans les élections. Donc il y aura encore des gens qui viendront des partis politiques. Ah bien sûr. Alors qu'aujourd'hui... Parce que jusqu'à présent, étant donné la crise de confiance, étant donné la situation en Guinée, même si tu dis que tu vas... même si on disait qu'on va aller chercher des techniciens purs et durs, ils viennent dans l'institution, ils sont partisans, avec leur technicité. On a pensé à ça, on a voulu choisir des techniciens purs et durs, des docteurs en droit, des experts en informatique, en management, et tous, on a pensé à tout ça. Mais nous disons, étant donné les réalités guinéennes, que nous connaissons tous, le Guinée n'a pas confiance. On a dit qu'il vaut mieux que les forces politiques soient représentées, mais on a balisé la désignation. Il faut des gens d'un certain profil avec une certaine expérience. Une fois là-bas, c'est la rupture avec à la base ou bien ils continuent à rendre compte? Non. Mais la loi dit que une fois que vous avez prêté serment, vous devenez commissaire national. Le principe est qu'il coupe le cordon ombilical avec les partis. C'est-à-dire que ils ont des obligations qui sont fixées dans la loi sur la CENI. Ils doivent respecter ces obligations-là, ces devoirs-là. Ils doivent être neutres. Ça ne veut pas dire qu'on coupe toutes les relations, mais fonctionnellement, ils doivent être dans la position de neutralité. Allez, on est presque arrivé au thème de cette émission. Quelques précisions sur le fonctionnement réel en moins d'une minute sur les dernières activités de l'Assemblée. Bon, à l'Assemblée, nous avons actuellement la dernière tranche du chronogramme de la session des lois. C'est dans ce cadre-là qu'on prévoit de voter, je crois, le 3, la loi sur la CENI, si tout va bien, s'il n'y a pas des empêchements de dernière minute, je crois que c'est en bonne route. Et puis nous avons un certain nombre de projets de loi d'autorisation de ratifier des accords, de nombreux accords dans le domaine minier et dans d'autres domaines, des accords de coopération avec des pays ou des sociétés cherchant à investir en Guinée. Allez, merci. Ça n'est fini pour le numéro de Comprendre l'actualité de ce jeudi 28 juin 2018 avec pour inviter le troisième vice-président de l'Assemblée nationale guinéenne, l'honorable Aboulaye Douma Diallo. Merci d'être venu chez nous. Merci bien. Allez, franchement, ça n'est fini. Abouakar Kondé également, merci. C'est un devoir. Et surtout à Ibrahima Dassila et ses autres techniciens pour la mise en œuvre de cette édition, à ces millions d'auditeurs de Conakry et des 15 préfectures de Guinée, mais aussi à l'étranger sur le www.sabarifm.com. Le rendez-vous est pris pour demain vendredi pour le dernier numéro de cette semaine. Abouakar Kondé. Allez, merci à tous. Au revoir.